nous avons en face de ces gens-là pas du tout de mérite. Parce que nous n'avons pas fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont vu les chiffres d'affaires chuter de façon drastique, mais il s'agissait de sauver un pays. Et Dieu sait qu'on n'avait rien demandé, et Dieu sait qu'on ne demandera rien du tout. Nous l'avons fait pour le Sénégal, nous l'avons fait pour la patrie, parce que nous sommes des patriotes. Nous aimons Ousmane Sonko et nous aimons également le projet. C'est la raison pour laquelle nous avons donné corps et âme pour défendre ce projet-là, jusqu'à ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye soit élu président et nous souhaitons un nouveau mandat. Vous savez, Ousmane Sonko est un grand stratège. Et il me plaît souvent à le rappeler en toute discrétion, et je vais trahir ce secret aujourd'hui, même les requêtes qu'on faisait étaient co-rédigées par nous et lui-même, parce que c'est un juriste, doctorant en droit. Il faisait lui-même les requêtes et nous les corrigions. Donc c'était un travail collectif entre nous et lui. Et c'est ce travail collectif qui a été produit et qui a sauvé le Sénégal. Donc Ousmane Sonko est pour nous une vraie référence. Je voulais dire que c'est l'histoire qui se répète, parce qu'il y a un an, Juan Branco nous a fait une surprise en conférence de presse, et il a été alpagué et conduit à Rebeuss. J'espère qu'aujourd'hui, Maître Rachidane ne sera pas. Parce que lui aussi nous a fait une belle surprise, et c'est comme ça, l'histoire se répète. À un moment donné, je me disais que nous étions tous devenus fous. Vous imaginez que Juan Branco a été arrêté simplement parce qu'il a séjourné au Sénégal, alors qu'il ne faisait même pas l'objet d'une interdiction de séjour. Il y a des choses que je tairai. Avec ces choses-là, je serai peut-être dans la tombe, je ne les dirai jamais. Mais Juan Branco n'était frappé d'aucune forme d'interdiction lorsqu'il était dans le sol sénégalais. Il a fallu que des gens fassent des actes pour l'arrêter, disant qu'il est interdit de séjour du territoire, en territoire sénégalais, alors que ce n'était pas vrai. Mais bon, tout ça a participé quand même au changement. Les Sénégalais se sont rendus compte qu'il y a une injustice qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et cette injustice-là a été mise en exergue par le travail quand même des avocats. Ils ont montré la face hideuse du régime. L'injustice qui frappait ce Sénégal-là et la main injuste qui frappait. Ce sont les avocats également qui se sont battus pour ça. Donc félicitations à ces avocats-là valeureux dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, il y a une résolution. Pour venir au thème, Marcel Pelot et Bouli, pour les constitutionnalistes, disaient que la révolution ne nuit pas seulement au système qu'elle remplace, elle rend vulnérable celle qu'elle instaure en montrant que les gouvernants sont mortels. Et c'est pour quand même avertir nos dirigeants qu'une révolution n'est jamais acquise. Il faut continuer le travail de terrain. Et je l'ai dit la dernière fois, lorsque je suis descendu dans les égouts de la Corniche Ouest pour travailler avec les Patriot Riders, en leur disant que c'est à nous de changer le pays. On n'attend rien du tout. Nous sommes une jeunesse engagée et nous voulons changer ce pays. L'État peut nous accompagner, certes, mais c'est à nous de prendre l'initiative de changer le pays. Le président Kennedy disait dans son discours à Berlin qu'un vrai patriote, ce n'est pas celui qui dit que j'attends telle chose de l'État. Il dit qu'est-ce que moi je peux apporter à ma patrie. Et je pense que demain fera jour et le Sénégal va se développer, Inch'Allah, sous ce rythme-là que je vois.
Je disais tout à l'heure que nous étions devenus fous. On voyait à cette époque-là des gens arrêtés sans fait. C'est-à-dire qu'on vous arrête dans votre chambre et on vous cherchait après des faits. On vous connaît des faits. On était dans le summum de l'injustice et de la violence d'État. On n'a jamais connu ce niveau de dictature. Et pour permettre de d'huiler tout ça, pour permettre de calibrer tout ça, il a fallu faire appel à des lois senghoriennes. Parce que Senghor, après la crise de décembre 1962, a eu peur, je pense. Et il a instauré un régime présidentialiste pour faire une osmose entre le droit et la politique. C'est-à-dire pour confondre le droit et la politique. Il voulait faire du droit quelque chose qui soit au service de sa politique. C'est la politique de répression de l'opposition. C'est ce que Macky Sall a refait après. Je pense qu'il s'est créé des lois liberticides qui empêchaient l'exercice des libertés. Le 139 du Code de procédure pénale qui dit que lorsque quelqu'un est arrêté pour des infractions politiques, ce qu'on appelle les infractions politiques en droit pénal, c'est-à-dire les infractions figurant aux articles 55 à 100 du Code pénal et 255 du Code pénal, 47 articles, lorsque le parquet demande le mandat de dépôt, le juge est lié. Sous l'ancien système, on disait que lorsque pour ces infractions, le parquet sollicitait le mandat de dépôt, le juge n'a pas le choix. On disait sur réquisition du procureur, le juge place sous mandat de dépôt, le juge d'instruction, pour ces infractions. Et rien n'était plus imprécis que ces infractions-là. C'est dans ces infractions-là qu'on retrouvait l'article 80 du Code pénal. C'est dans ces infractions qu'on retrouvait les attentats, les complots, les manifestations non autorisées. Toutes ces formes d'arrestation-là sont liées à ça. Que ce soit Fala, que ce soit Fatima, que ce soit elle, tout le monde, elles ont été arrêtées sur la base des articles 55 à 56 à 100 et 255. 45 articles, je disais, 56 à 100 et 255 du Code pénal. Diffusion de fausses nouvelles. Et il y en a parmi ces infractions des infractions fourre-tout. Par exemple, l'article 80 dit que des autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, des autres manœuvres, point. Il n'y a aucun contenu à ces articles-là, sinon que ça laisse au pouvoir une liberté d'appréciation pour arrêter les opposants. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les lois liberticides. 56 à 100, et l'article 139 du Code de procédure pénale dit, sous l'ancien régime, disait, sur réquisition du ministère public pour ces infractions du procureur, le juge d'instruction est obligé de placer la personne sous mandat de dépôt. Sur réquisition du ministère public, le juge d'instruction est tenu de placer la personne sous mandat de dépôt. Ça, c'était sous le Code d'instruction criminelle. Il y a eu une évolution après. On a dit sous l'empire de la loi de 1963, sur réquisition spéciale du ministère public, le juge d'instruction place sous mandat de dépôt. C'est des variations de forme qui ne signifient rien du tout. Après, en 1999, on a instauré le terme dûment motivé. Sur réquisition dûment motivée, on obligeait le procureur à motiver son réquisitoire pour obtenir un mandat de dépôt. Mais sous le régime de Macky Sall, ça n'a pas changé. À chaque fois que le parquet prend un réquisitoire, le juge placé sous mandat de dépôt. Et je ne vais pas évoquer les cabinets d'instruction que vous connaissez. Automatiquement, c'est le placement sous mandat de dépôt. Avec des retours de parquet incessants, 7 jours, 8 jours. Ceux qui ont fait le commissariat central savent que le retour de parquet est plus douloureux même que la prison. Et c'est comme ça que ces gens-là ont gouverné ce pays-là, d'une main de fer. Et parallèlement, il y a des jeunes qui se sont levés comme un bouclier pour défendre la démocratie.
Je disais que ces lois sont d'inspiration sénorienne. Parce qu'avec la crise de 1962, peut-être qu'il a pris peur, je ne sais pas, c'est des questions sur lesquelles je ne me prononcerai point. Il a été décidé de rendre les lois plus dures et moins précises pour pouvoir élargir le champ de répression, c'est-à-dire capter plus de gens et les mettre en prison. C'est ce qu'on appelle un élargissement du champ de répression. Or, Beccaria disait, c'est le droit pénal classique, que les lois pénales doivent être précises et la loi pénale ne peut pas s'accommoder de la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'interprétation donnée au juge. On dit souvent que la loi pénale doit être stricte. L'interprétation de la loi pénale est restrictive, elle n'est pas large. Comme c'est le cas en droit administratif, vous le savez, l'autorité administrative, il a ce qu'on appelle parfois un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'apprécier les choses selon son bon vouloir ou en tout cas avec largesse, alors que le juge pénal ne peut pas. Les lois pénales sont de façon stricte interprétées. Donc, ça c'est de la politique au cœur du droit. On retrouve donc la politique au cœur de notre arsenal de répression, c'est-à-dire du code pénal. C'est pourquoi je pense que Fala ou les autres qui étaient aux assises nationales, je pense qu'ils ont proposé la suppression peut-être de l'article 139 du code de procédure pénale qui a permis toutes ces arrestations-là par la seule volonté du prince. Le prince ici c'est le procureur, le ministère public avec ensuite le garde des Sceaux et enfin le président de la République qui directement a le contact du procureur et lui dit arrête-moi telle personne sur la base de l'article 139. Et si le procureur requiert sur la base de l'article 139, le juge est obligé de placer la personne en détention. Et si cette personne demande une mise en liberté provisoire et le parquet dit que le parquet dise non, cette demande est irrecevable. Elle n'est même pas examinée par le juge. Donc on est dans la politique au cœur du droit. Et quelqu'un le disait, lorsque la politique entre dans le prétoire, par la porte, le droit sort par la fenêtre. Et c'est comme ça qu'on a assisté à une politique de répression pendant toutes ces années-là. Cette politique de répression a permis à un régime de se pérenniser et de faire, entre guillemets, peur, parce que ce régime a cherché à faire peur en utilisant les lois, des lois liberticides. C'est la raison pour laquelle, pour moi, pour finir, le droit ne peut s'accommoder de la politique. La politique ne peut pas s'accommoder également du droit. Parce que quand la politique entre dans le prétoire, le droit en sort. C'est la raison pour laquelle moi je ne suis pas dans une démarche académique. Je ne suis pas dans l'académie, je suis dans la démarche de précision. C'est pourquoi je critique parfois mes amis théoriciens du droit ou professeurs ou étudiants. Parfois, on est trop dans l'académique, en oubliant certaines choses qui relèvent de la pratique. Moi, lorsque je venais dans mes premières années de bar, en 2002-2003, je pensais que ce que j'ai appris à l'université pouvait me servir.